Donc Julie Verrecchia, je suis chef de projet économie circulaire et réemploi chez Envirobat Occitanie. Donc en fait, nous, sous statut d'association, on représente les professionnels de la construction de manière générale, avec pour objectif d'accompagner les transitions du secteur de la construction et de l'aménagement. Donc l'idée, c'est de contribuer à réduire l'empreinte environnementale des quartiers et des bâtiments en Occitanie. Et pour ça, en fait, on accompagne les pratiques des professionnels avec différents moyens. Donc déjà, on est un réseau d'acteurs, donc des acteurs pour moitié des maîtres d'œuvre, pour l'autre moitié des maîtrises d'ouvrage, mais aussi des entreprises, des bureaux d'études. Et on est aussi, et surtout depuis le début, un centre de ressources. Donc sur notre site internet, vous allez retrouver tout un tas de ressources sur tout ce qui a trait à la transition écologique. Donc on est piloté par 26 administrateurs, on est une dizaine de salariés qui sont répartis sur Montpellier et sur Toulouse. Et on est soutenu financièrement par l'ADEME et la région, et pour certains projets par d'autres financeurs. Donc nos priorités, c'est de soutenir donc, la rénovation durable, de favoriser les constructions vertueuses de bâtiments neufs, d'accompagner l'aménagement frugal des villes et des villages et de faciliter la structuration de mobilisation de filières matériaux bas carbone, dont la filière réemploi, sur laquelle je vais m'attarder aujourd'hui. Donc pour ça, on a différents outils. On a notamment un outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle la démarche BDO, Bâtiment durable Occitanie, et qui a son pendant sur le quartier durable Occitanie. On a des observatoires de tendance comme l'OCRE, qui vient de livrer d'ailleurs ses premiers résultats sur l'année dernière. Et puis d'autres réseaux avec qui on communique régulièrement et que vous connaissez peut-être. Donc nos événements type 17-20, les offres du DD, B2Build. Donc avant de vous présenter nos projets sur le réemploi, je voulais juste faire une aparté sur ce qu'est le réemploi. Donc vous connaissez certainement la boucle. Donc la toute première, qui n'est pas une boucle, en fait, c'est comment on construit. On extrait les ressources, on les envoie en usine, on crée des matériaux, on les amène sur un chantier, ils vivent en œuvre sur le bâtiment un certain nombre d'années, et puis on déconstruit tout et on enfouit. Donc depuis quelques années, on a beaucoup travaillé sur une première boucle vertueuse qui est le recyclage. Moi, je me rappelle très bien quand j'ai commencé mes premiers pas dans la vie professionnelle, c'était justement pour trier les déchets sur le chantier. En tout cas, pas moi, mais les accompagner. Et c'était déjà pas une mince affaire parce que le bâtiment bouge à son rythme. Et en fait, recycler, c'est très bien, mais en fait, ça renvoie en industrie. Donc on réintroduit de l'eau, de l'énergie, on redépense des ressources pour refaire des matériaux. Donc c'est déjà une première étape. La seconde étape sur laquelle il y a un gros boost actuellement, c'est la question du réemploi et de la réutilisation. C'est-à-dire qu'on va récupérer ce matériau, déjà réfléchir à ses caractéristiques, s'il est démontable ou pas. Enfin, il va y avoir tout un cheminement de questions que les pros vont vous expliquer mieux que moi derrière. Et ensuite, on va, après une question de stockage, éventuellement un petit passage en préparation au réemploi, le réutiliser tel quel. Alors, les mots ne sont pas forcément bien choisis. La vraie différence entre le réemploi et la réutilisation selon la réglementation, c'est le passage par le statut de déchet. C'est-à-dire, j'ai un matériau, je détruis ce mur, ou enfin je le déconstruis, et si je le mets dans une benne, c'est un déchet. Si je le donne à une plateforme, par exemple comme MRBC qui va présenter tout à l'heure, là, ça reste un produit en fait. Donc c'est toute la grosse nuance sur ces deux points-là. Donc je ne vais pas trop m'attarder, vous aurez les PowerPoint, mais voilà les définitions exactes selon les directives cadres, les directives européennes. Et en fait, le terme de réemploi et de réutilisation viennent des traductions européennes, parce qu'on se demande parfois
pourquoi on va utiliser l'un ou l'autre. Donc le réemploi, c'est bien je prends un matériau et je le réutilise tel quel. Une brique est une brique. La réutilisation, c'est plutôt j'ai un matériau type une fenêtre. Ça ne rentre pas dans la nouvelle réglementation. Par contre, je peux en faire un parement ou une super table. Donc là, on rentre dans le vif des projets sur lesquels on travaille chez Envirobat Occitanie. L'année dernière, on a gagné trois projets. Donc un assez conséquent qui m'occupe beaucoup, qui s'appelle Roxy, qui est financé donc par la région et l'ADEME, et qui a pour objectif d'accompagner la structuration de la filière réemploi sur toute la région Occitanie. Donc c'est le projet le plus conséquent sur lequel je vais vous montrer derrière tout ce qu'on fait dessus. Ensuite, on est partenaire d'un autre projet qui s'appelle Life Waste to Build, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il fait beaucoup de remous du côté de Toulouse Métropole. Et en fait, Toulouse Métropole a pour objectif de massifier le réemploi sur son territoire avec l'expérimentation de 58 chantiers, la création de plateformes physiques aussi et numériques, et d'accompagner tous les 58 chantiers, mais aussi beaucoup plus, de faire rayonner le sujet avec des retours d'expérience, des formations, etc. Et un dernier projet qui s'appelle Circulaire, qui est plus spécifique, mais là qui est national. Donc c'est financé par l'ADEME au travers de son programme Acacia. Et là, l'objectif, c'est d'aller mesurer les émissions des matériaux bois après X années, donc des matériaux bois qui auraient été traités. Donc de se dire, en termes de réemploi de ces matériaux, quels vont être les résidus d'émissions. Donc si ce sujet vous intéresse, on a un questionnaire d'ailleurs pour voir quelles sont les pratiques sur le territoire. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus et donner votre avis. Alors voilà, vous allez sur notre site, donc dans le club, vous avez un onglet qui s'appelle Roxy. Et vous arrivez sur cette page où en haut, vous avez un bandeau d'actualité. Vous allez retrouver notamment le questionnaire dont je viens de parler, d'autres sujets. Ensuite, vous avez l'explication des 3 missions que je viens de vous exposer, qui sont donc Roxy, Circulaire et Life Waste to Build. Ensuite, vous avez des groupes de travail. Donc, vous avez le détail de tous les groupes de travail qu'on mène. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'objectif, c'est de créer un réseau autour du réemploi. Donc, on va avoir un certain nombre de groupes de travail et vous allez pouvoir voir les comptes rendus, vous inscrire et voir tout ce qu'on fait dans ces groupes. Ensuite, on a aussi un catalogue de formation par cible, un guide des aides financières aussi. Tiens, je veux installer une plateforme de réemploi. Est-ce que j'ai des aides? Je veux faire un projet sur le réemploi. Quelles sont les aides? Et puis, vous avez toute une partie un peu plus réglementaire, donc avec la définition du réemploi, de la réutilisation, des déchets, et puis ce qui va arriver demain, c'est-à-dire les questions de diagnostic PEMD, puisque ça va devenir obligatoire. Comment? Quelle est la plateforme, etc. Donc vous avez quelques actualités sur LinkedIn. Et puis surtout, vous avez quelque chose que tout le monde recherche, c'est une cartographie. Une cartographie à la fois des opérations de réemploi sur la région. Donc pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais justement, j'attends vos retours après cette réunion. Et puis des acteurs du réemploi aussi. Donc là, il y en a beaucoup plus. On a quelques 70 acteurs. Et quand vous cliquez dessus, pour chacun d'entre eux, vous avez une fiche descriptive avec potentiellement aussi les gisements qu'ils proposent, si toutefois c'est une plateforme de réemploi. Et enfin, vous avez un agenda avec la soirée de ce soir, mais aussi d'autres événements sur le sujet du réemploi, et toutes les formations que nous proposons, parce que nous proposons 4 formations sur le sujet, une formation assez générale sur 2 jours, une formation plus spécifique sur le diagnostic PEMD et ressources, et puis sur la déconstruction sélective, et enfin sur l'intégration des matériaux de réemploi dans le bâtiment. Et enfin, toutes les ressources sur le sujet du réemploi. Donc des guides, l'idée c'est que ce soit... donc il y a mieux connaître, où on va être plutôt sur la réglementation et de quoi on parle sur ce sujet. En pratique, ça va être plutôt des outils. Donc là, par exemple, des fiches de démontabilité des matériaux qui a été fait à Bruxelles. Et puis nos soutiens financiers. Donc juste pour accès à la boîte à outils, vous avez le lien ici.
Donc, comme vous aurez les diapos, c'est intéressant que je vous montre rapidement les dernières slides. Sur les groupes de travail, donc on en a quelques-uns qui ont déjà eu lieu, et notamment le tout premier qui va donner lieu à une journée du réemploi en septembre prochain, alors sur Toulouse, mais on espère une prochaine sur Montpellier. Le rappel des formations, et ce sera tout pour moi. Je vous laisse avec les acteurs qui sont sur le terrain. J'en profite, je me présente, donc Mathieu Mutel, ingénieur, et j'ai créé Caprionis avec Guillaume Brosse qui est là. Depuis 2018, nous, c'est vrai qu'on prêche la parole du réemploi, et entre 2018 et 2020, le réemploi, c'était vraiment un sujet qui n'était pas très connu. Et on nous disait toujours, mais la théorie c'est bien, mais en pratique, il ne se passe rien, c'est compliqué, on ne peut rien faire. Donc on a décidé de se dire, allez, on nous demandait du concret à Montpellier, parce que quand on disait des projets à Paris, on disait oui, mais Paris c'est loin, c'est la capitale, c'est pas le même contexte. Donc on s'est dit, allez, on va faire un projet pilote, et on s'est lancé dans la construction de ce petit cabanon. Alors ça, sûr, quand on comparait à ce qu'il y a sur les murs, c'est très modeste, mais on a fait ça tout seul avec nos petites mains et nos petits moyens, et bon, au final le résultat est pas si mal. Ça nous permet de dire à tout le monde, voilà, on peut faire facilement, rapidement du réemploi sur des contextes un peu particuliers. Donc voilà un petit peu l'objet principalement de la présentation. Rapidement, je vais présenter Caprionis, mais sans faire des tonnes. On est donc depuis 2018 à Montpellier, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. 3 pôles. Il y a le pôle matériaux, donc Guillaume Brosse, tu peux lever la main, il est là, voilà. Le magicien du pôle matériaux, donc on a une activité de vente, courtage, négoce matériaux, donc il fait vraiment l'interface entre l'offre et la demande. On vend et en fait on sauve de la benne, finalement beaucoup de choses. On a arrêté le décompte, mais plusieurs centaines de tonnes depuis le début. Et vraiment, l'idée c'était de mettre les mains dedans et vraiment concrètement de récupérer, d'identifier des gisements, les cartographier, les mettre sur Airplace et permettre de qualifier ces gisements et les proposer à tout le monde. Donc n'importe qui peut aller sur le site internet. Donc airplace.fr, c'est plus une marketplace, c'est plutôt un catalogue en ligne, mais c'est vraiment le gisement de matériaux que nous on a sous la main, identifié avec des photos, le plus d'informations possible, géolocalisées. Ça permet concrètement d'aller chercher des matériaux et de les proposer, et faire du sourcing et proposer des archis, etc. Et puis le troisième pôle, bureau d'études. Donc moi je gère plutôt le bureau d'études. Moi j'ai fait de la AMO-HQE pendant, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, pendant 10 ans. Et puis je me suis concentré maintenant un peu plus sur le réemploi. Donc bureau d'études, on travaille en AMO, assistant maîtrise d'ouvrage, un peu en assistant maîtrise d'œuvre. On répond à des marchés de démolition aussi, des entreprises de démolition. On fait des boutiques éphémères de chantier, ça c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Et puis diagnostic ressources qui bientôt deviennent des diagnostics PMD. Donc voilà, on est vraiment. Donc Guillaume, c'est vraiment monsieur matériaux et moi plus porté sur les études. Voilà un peu pour la présentation de Caprionis. Du coup, je passe sur le projet pilote. Je vais essayer d'aller assez vite et de rentrer dans les 15 minutes. Donc l'objectif, c'était vraiment de construire un petit cabanon, un petit bâtiment de 12 mètres carrés sur Montpellier en bois de réemploi, avec le challenge de mettre le maximum de bois de réemploi. Donc c'est dans un jardin chez un particulier à Montpellier. C'est un projet pilote qui a été réalisé entre septembre et octobre 2021 en chantier participatif. Alors ça, c'est les dates du chantier. Et un petit peu les acteurs du projet. Alors on a la grande chef d'orchestre, pour ceux qui la connaissent, malheureusement elle n'est pas là ce soir, Alexandra Bécoulet, qui est architecte, ingénieur, qui a fait la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, la conception architecturale, la co-conception technique, la coordination de travaux, chef de chantier et main d'œuvre bénévole. Donc c'est un peu son bébé, elle a suivi ça de A à Z. Vincent Grivois, c'était le charpentier qui nous a aidé pour la conception technique sur l'aspect vraiment construction bois et accompagnement mise en œuvre sur site. Caprionis, avec Guillaume, c'est surtout Guillaume d'ailleurs qui a trouvé le sourcing des matériaux en bois, le gisement de bois qui a été utilisé. Et moi, j'ai fait un peu de main-d'œuvre bénévole à la fin, principalement sur le bardage. Et on avait Thomas et Mélissa, les bénévoles volontaires qui ont été logés sur site là, pendant les 2 semaines et qui nous ont aidés à construire le cabanon. Donc le sourcing, le gisement provient d'un super beau bâtiment qui n'est plus là. Guillaume pourra vous en parler, il connaît mieux que moi le sujet. C'était cité templière à la cavalerie, donc en Aveyron. Ce beau bâtiment en pierre et en bois a été déconstruit. On avait identifié, Guillaume avait fait un pré-diagnostic, un petit diagnostic ressources
Alors la différence entre un diagnostic ressource et un pré-diagnostic ressource, c'est que quand on fait un pré-diagnostic ressource, on n'est pas payé, on le fait bénévolement, voilà. Donc c'est en général un peu plus concis. Principalement, donc le gisement de bois a été déposé. Vous voyez un peu sur les photos. Donc il y a un grand gisement de bois qui a été commercialisé par Guillaume, donc par Caprionis à différents clients. On a identifié une partie de ce bois qu'on a mis de côté pour le projet du cabanon. Donc il y avait principalement la charpente, bastin, chevron, des pannes, poutres et des voliges. Voilà un petit peu des photos du gisement de bois. Alors, une grande drame, c'est que les voliges ont pris l'eau et le bois a moisi. Les planches, là, que vous voyez, donc les voliges, c'est ce qu'il y a sous les tuiles. Hein. Malheureusement, le bois a été stocké pendant 2-3 mois entre juillet et septembre 2021. Et puis, donc voilà, ça, c'est le bois de la cavalerie. À côté, il y a les pannes du plancher. Donc, la maison à côté du cabanon est également en rénovation. Donc, un plancher bois a été déposé. On a récupéré les pannes du plancher. On a récupéré les planches de bois du coffrage. C'est tout bête, mais le bois de coffrage de la dalle a été récupéré et réintégré dans la structure secondaire en bois. Une fenêtre, on a construit la porte, vous verrez un peu plus tard. Et alors le bardage, alors c'est pas vraiment du réemploi, c'est une fin de stock, mais c'était quand même, voilà, on a compté ça comme du réemploi chez nos amis de Recyc-Eco. Initialement, le bâtiment devait être fermé en terre crue. Pour diverses raisons, ça s'est pas fait, c'était trop compliqué. Du coup, on s'est rabattu au dernier moment sur du bardage. Et on a réussi à récupérer un très beau stock, enfin un petit gisement de bardage en Douglas, vraiment pas cher en plus. C'était vraiment une bonne affaire. Donc voilà, un petit coup de pub pour nos amis de Recyc-Eco à Montélimar. Donc voilà pour le sourcing. En parallèle, donc il y a eu le travail, donc l'architecte et puis le charpentier ont fait une première conception. Donc il y a eu les dessins. Et en fait, la difficulté, enfin, on va dire le challenge, c'était de lister l'ensemble du bois avec les tailles et les sections de bois qui est nécessaire, et puis après de faire coïncider ça avec le gisement de bois qui avait été identifié et adapter un peu la conception au gisement. Et voilà, donc là c'est un petit peu la partie technique, conception architecturale pour adapter vraiment le dessin au gisement de bois. Et ensuite, donc récupération. Donc le charpentier allait chercher le bois à la cavalerie, il a sélectionné un peu les plus beaux, les morceaux de bois qui étaient les plus adaptés. Et puis il y a une première étape de décloutage qui n'était pas vraiment prévue. On pensait que ça prendrait une demi-journée, ça a pris plusieurs jours. Il y avait vraiment beaucoup de clous. Puis après une étape de découpe et de ponçage, de travail du bois, un classique pour monter la structure. Et donc voilà un petit peu les photos donc sur la construction. Donc une dalle béton avec premier niveau de chaînage, et puis au-dessus donc pose de la lisse, les 4 poteaux d'angle, et après les 3 portiques. Donc la structure, en fait, c'est 3 portiques qui chacun de hauteur différente, qui permettent de porter la toiture inclinée. Et puis derrière, chevrons, voliges. Alors voilà, les chevrons et la volige, c'est principalement le bois neuf qui a été acheté. Quasiment tout le reste est en bois de réemploi. La volige, en fait, sur ce qu'on a acheté, il y a 2/3 de la volige qui a été jetée parce que le bois a été moisi, donc on a dû racheter de la volige. Et puis les chevrons, on n'a pas réussi à trouver du bois de réemploi qui collait, mais bon. Et puis après pose des tuiles et du bardage. Donc quelques petites photos, là vous voyez un petit peu mieux donc on voit bien le bois très vieux qui est un peu de couleur un peu plus marron, avec des sections qui sont énormes. Et si on avait construit avec du bois neuf, on aurait beaucoup moins de volume de bois, mais au final ça donne un petit aspect un peu plus sympa. Et puis voilà un petit peu les photos d'avancement du chantier avec la pose des tuiles et du bardage. Et donc un petit peu les zooms donc sur les détails constructifs. On a fait la porte a été réalisée avec des chutes de voliges, les planches de voliges un peu moisies qu'on a fait sécher, qui ont été récupérées pour faire la structure de la porte, et les chutes du bardage récupérées pour faire cette super belle porte. Récupération d'une petite fenêtre, et puis on voit un peu le zoom sur la volige, la volige de réemploi et la volige neuve. On voit vraiment la différence entre les deux gisements. Oui. Normalement, il y avait un très beau schéma avec les pourcentages que vous ne voyez pas, parce que du coup le passage sur Mac a dû bugger, donc il y a des petits problèmes de mise en page que vous ne voyez peut-être pas, mais du coup je vais vous le faire de tête. On a au bilan, alors hors dalle, enfin hors fondation, on est en volume, on a 89% de matériaux de réemploi. On a principalement les chevrons et la volige en bois neuf, et le reste c'est quasi exclusivement que du bois de réemploi.
Donc en volume, on est assez content du résultat. Et puis si la volige n'avait pas moisi, on aurait pu avoir un résultat encore plus intéressant. Là, le petit bilan de tout ce qui était réemployé, donc les tuiles de réemploi. Donc ça, c'était un gisement qui avait été sourcé depuis longtemps parce qu'on voulait les mêmes tuiles que la maison d'à côté. Donc ça, on l'avait trouvé, il avait été stocké sur site depuis quelques mois. Donc la volige de réemploi, le bardage de fin de stock, les pannes du plancher bas d'à côté, la porte et la fenêtre, les poteaux de la cavalerie, et puis le bois de coffrage également qui a été incorporé dans la dalle. Enfin, dans le bois de coffrage qui a été incorporé dans la structure secondaire. Alors, le bilan financier, on est à peu près à 5 000 euros. Alors sur le bilan matériaux, c'est très positif parce qu'on a vraiment économisé pas mal de sous sur les matériaux. Ce qu'il faut, c'est un peu le bilan, c'est que la main-d'œuvre était bénévole. Donc évidemment, le réemploi, ça implique qu'on a des matériaux moins chers et plus de main-d'œuvre. Et là, la main-d'œuvre n'a pas été comptée, enfin, à part l'accompagnement du charpentier. On estime que si on était passé à côté sur le même projet, mais avec que des matériaux neufs, on aurait quasiment 4 000 euros de plus. Vous voyez, le bardage, on a fait une belle économie sur le bardage. On a estimé que le projet en parpaing, maçonnerie, enduit et avec main-d'œuvre serait autour de 7 600 euros. Donc, on est gagnant, mais avec un peu de main-d'œuvre. Voilà. Mais après, du chantier participatif en réemploi, c'est finalement assez commun, donc pour commencer. Et on estime un peu plus d'une tonne de bois réemployé. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on a poussé un peu la chose, c'est que pour ceux qui connaissent le Mas Mirabeau, on a fait du réemploi avec les chutes du bois de réemploi du chantier, et le reste de bois de notre chantier ont été donnés à des étudiants de l'ENSAM qui ont fait un projet au Mas Mirabeau. Donc vous voyez un peu le portique là, qui a été construit, enfin le kiosque, une bonne partie du bois provient de notre chantier. Voilà, on salue les étudiants au passage. Et voilà, je vais finir pour le petit bilan. Donc, sur un projet comme ça, et en fait, ce qu'il faut intégrer, c'est qu'il y a plus de temps de recherche de matériaux, de conception, donc il faut s'adapter au gisement. Il y a des aléas, le planning à intégrer, notamment là, ici le déclouage, mais au final, on n'a pas eu tant de galères que ça, ça s'est à peu près bien passé. Puis le bilan financier, très positif sur les matériaux, un peu moins, évidemment, avec plus de main-d'œuvre, mais qu'on n'a pas chiffré. Et puis sur le bilan globalement très belle, très beau. Tout le monde est assez content. Tout le monde est assez content, principalement Alexandra qui a suivi tout de A à Z, avec un bilan environnemental positif, une montée en compétences et puis un résultat qui est assez positif dans le sens où en fait le charpentier Vincent a déjà. On se disait que ce projet, ça pouvait faire tache d'huile et proposer à plein de maîtres d'ouvrage de se dire, vous voulez faire du réemploi, vous pensez que c'est trop dur, commencez par un petit cabanon, un local déchet, un local poubelle, un local vélo. Et c'est ce qui s'est passé. Le charpentier là est sur 2 projets pour un gros promoteur qui fait du bureau à Montpellier, je crois. Un projet de cabanon de local vélo et de local déchet. Donc des projets à peu près identiques sur du bois de réemploi sont en projet sur Montpellier. Donc voilà, on est content d'avoir pu peut-être initier quelque chose. Peut-être que tous les promoteurs de Montpellier vont faire des locaux vélos en bois de réemploi. Donc si jamais, voir les maîtres d'ouvrage publics aussi. Voilà, je ne sais pas s'il me reste un peu de temps. Et pour finir, je voulais vous montrer un petit peu concrètement. On fait plein de choses. Guillaume, c'est vraiment le magicien du réemploi. On arrive à récupérer et à vendre pas mal de choses. Donc des exemples un peu. On a été financé en une petite subvention par la région pour faire du retour d'expérience technique et financier sur du réemploi. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, mais par exemple, ce type d'escalier métallique, on en vend régulièrement. Et sur de la serrurerie, métallerie en général, c'est des éléments qui sont faciles à démonter et à ressouder, retransformer, qui valent très cher, encore plus maintenant avec le prix du métal, et qui ont un bilan carbone qui est démentiel. On arrive à sauver, vous n'imaginez pas le nombre de tonnes de CO2 avec juste un escalier. D'ailleurs, si je l'ai écrit là, alors là, il y avait 3,5 tonnes, mais je ne sais plus pour combien d'escaliers. Guillaume, je ne sais plus, il y a 2-3 escaliers, je crois. Donc ça, c'est un peu les données qu'on sort un peu sur les bilans financiers, environnementaux, avec les freins, leviers. Mais bon, je ne rentre pas dans le détail, on pourra en parler plus tard. Puis après, des exemples un peu de tout ce qu'on fait au quotidien. Donc voilà, ça c'est pareil. Ça, c'est pas d'un escalier en acier, c'est des garde-corps d'ailleurs, le titre est, qu'on a récupéré sur le lycée Mermoz de Montpellier, qui ont été réemployés sur un autre site. Ça, c'est des erreurs de commande, des escaliers en béton armé qui sont partis sur des villas, des poutres Eiffel toulousaines qu'on a recommercialisées. Guillaume en a encore à vendre, mais plus beaucoup parce que ça part vite. C'est des très beaux produits, mais bon, ça, c'est un peu des produits d'exception, matériaux anciens, quoi.
des sols PVC, alors le classique du radiateur en fonte. Hein. D'ailleurs, ceux-là, j'espère que c'est du réemploi, ceux qui sont ici, je pense. Les tuiles, d'ailleurs, un petit chantier de tuiles de récup avec nos amis d'MRBC et Macondo, qui ont fini à Macondo pour faire, d'ailleurs, on salue Macondo, ils sont dans la salle, pour faire un petit muret en tuiles de réemploi. Les volets persinés dont on parlait tout à l'heure, donc là c'était vraiment un gisement énorme de paires de volets persinés qui partaient à la benne, on a négocié avec le démolisseur pour qu'il nous les mette de côté. C'est un collectif Yes We Camp, vous connaissez peut-être, qui font un peu de réemploi. Donc le projet, ils ont fait ces petits paravents, mais ils vont aussi ils ont fait un prototype de bardage avec des volets en bois, enfin, sur Marseille, qui est encore en cours. Et puis un dernier exemple, on a récupéré là 144 paires de fenêtres PVC sur une des constructions à Montpellier qui sont partis chez Macondo pour faire du mur ossature bois. On pourra en parler tout à l'heure avec Anna si elle veut bien. Voilà, je pense que j'ai dû dépasser un peu, mais désolé pour les prochains. Merci de votre attention. Bonjour à tous, Thomas Nougaré. Donc, je suis un des fondateurs, effectivement, c'était en 2019, un peu après Caprionis, qui sont nos grands frères, de MRBC, donc Centre de réemploi des matériaux du bâtiment à Montpellier. On a démarré ça avec Yves-Alain Liénard, donc, qui est dans la salle là-bas, et ancien président de Enercop Languedoc. Vas-y. Merci beaucoup. Et au fil du temps, bon, on a démarré, on était chaud, et puis Covid, ça nous a un peu ralenti sur tous les projets qu'on nous avait promis et toutes les commandes qu'on avait. Mais au fil du temps, ça nous a permis de nous asseoir un petit peu et de récupérer d'autres personnes. Et donc aujourd'hui, on est 8. On était 2, puis 4, puis 7, puis 8, et peut-être bientôt 10, puisqu'on est une association. Et donc, on a pour but de traiter, de promouvoir l'ensemble des métiers qui existent autour du réemploi, sachant que le réemploi, en fait, c'est une multitude de métiers. On a vu avec Mathieu que rien que sur un cabanon, il y a le sourcing, il y a le stockage, il y a le démontage, il y a le conseil, etc. Donc, on fait tous plusieurs métiers, en fait, autour de la table. Mais on a aussi nos spécificités, je pense, et vous allez les déduire par vous-même. Donc je commence la présentation. Alors j'avais prévu une introduction pour vous expliquer ce que c'est le réemploi, mais bon, ça a déjà été fait. Mais bon, en gros, vous avez tous compris que le bâtiment, c'est la principale source de déchets, de pollution en France. Ça, c'est des vieux chiffres que j'ai piqués à Cycle Up, qui est partenaire aussi d'Envirobat, on l'a vu tout à l'heure. Et que c'est de la partie matériaux, production des matériaux, que vient 56%. De l'impact carbone des constructions. Donc le réemploi, ça fait partie de la grande famille des initiatives et des piliers de l'économie circulaire. J'avais une petite redéfinition, mais on a déjà vu ça. Le même schéma quasiment hein, que Julie, pour montrer qu'effectivement la production classique de bâtiments, c'est une production linéaire qui saccage notre planète. Et que donc effectivement faire du réemploi, ça a énormément d'avantages que je vais vous expliquer un petit peu plus tout à l'heure. Rappeler un peu le contexte réglementaire. On a parlé de cette obligation de diagnostic déchets devenue PEMD qui est obligatoire depuis un petit moment, hein, même si personne ne le fait. À partir de 1000 m², on doit faire un diagnostic PEMD. Et je pense que nous, 3 intervenants, on peut vous accompagner pour faire des diagnostics ressources, qui sont une partie de ce diagnostic PEMD, ou qui peuvent le compléter, en tout cas quand on a pour ambition de faire du réemploi. Et puis on a la RE 2020 qui vient nous aider. Donc quand on a démarré, elle n'était pas encore en application. Et donc à destination des architectes, vous comprenez que quand on utilise un matériau issu du réemploi et réemployé, il compte à 0 dans l'impact carbone, dans vos calculs carbone de la RE 2020. Donc gros avantage sur lequel on mise pour que les gens commencent à faire du réemploi. Donc pourquoi intégrer le réemploi ? J'ai fait une petite liste parce qu'on ne pense pas toujours à ces aspects-là. Évidemment, il y a la raréfaction des ressources et en ce moment, il y a le prix des ressources qui explose.
Les raisons économiques et sociales, parce que la plupart des petites entreprises et associations que vous allez faire travailler pour ça sont de l'ESS et sont vertueuses. La prévention, évidemment, des déchets, puisque faire du réemploi, on économise du carbone, mais on économise aussi des déchets, parce que si ce n'est pas du réemploi, c'est du déchet. Les matériaux issus de la déconstruction, ou du recyclage, mais ça c'est dépassé maintenant, le recyclage. C'est aussi pour les archis, moi, en tant qu'archi, en tout cas, j'y suis sensible et je pense que vous allez partager ça. C'est une contrainte de plus dans les projets architecturaux qui peut être source de créativité et je pense que tous les archis ont absolument envie de jouer avec des stocks de matériaux de réemploi qu'on pourrait mettre à leur disposition ou qu'ils pourraient trouver sur des catalogues comme ceux de Caprionis, comme le Futur Nôtre. Ça répond, comme on l'a vu à l'instant, aux contraintes réglementaires, puisqu'elles vont se durcir et s'amplifier avec le temps et devenir de plus en plus obligatoires à suivre. Les choses auxquelles on ne pense pas forcément, c'est que ça peut augmenter la qualité perçue au même prix, disons, ou au même usage des bâtiments, puisqu'on peut avoir des matériaux qui ont une histoire et qui ont plus de cachet que le neuf qu'on aurait commandé au strict minimum. C'est exactement ce que tu as montré, Mathieu, pour la section de tes bois mis en œuvre sur le cabanon, c'est qu'on peut utiliser, vu que c'est à peu près le même prix et qu'on en a beaucoup, des choses surdimensionnées ou des choses surbelles dans nos projets. S'aligner sur les demandes des maîtres d'ouvrage, évidemment, puisqu'ils ils vont y être contraints et ils ont aussi envie de montrer qu'ils font du réemploi. Et c'est aussi préserver la mémoire des matériaux et donc des lieux. Et quelque part, un bâtiment qui est déconstruit, si on réutilise ces matériaux, on permet à ces matériaux de continuer d'exister. C'est une manière de transmettre un peu leur mémoire. Je passe à nos missions. MRBC, donc association. Dès le début, on a voulu faire tout. Et puis ensuite, on s'est aperçu qu'on n'allait pas exactement faire tout. Mais en gros, pour l'instant, on propose encore de l'étude. Ça vient aussi du fait que les gens qui viennent nous voir, ils veulent des matériaux ou ils veulent nous donner des matériaux, mais en réalité, ils ont aussi besoin d'études. Donc, on peut intervenir pour faire ces fameux diagnostics ressources qui consistent à visiter un bâtiment, à quantifier ce qui est réemployable. On le fait d'autant mieux que, par ailleurs, on fait aussi de la démolition préservante, de la déconstruction, du curage, et qu'on est susceptible de collecter et revendre ces matériaux. Et donc on sait ce qui est démontable, ce qui ne l'est pas, et le temps que ça prend. Et on peut aussi conseiller les équipes de maîtrise d'œuvre, faire du sourcing, de la méthodologie, etc. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'on n'aura pas forcément le temps. Je passe à nos missions qui sont un peu plus spécifiques par rapport à mes deux autres amis intervenants. On fait de la collecte parce que, vous allez le voir tout à l'heure, on a une plateforme, on a un lieu physique pour stocker. Et donc on a commencé à faire de la collecte. On a 4 manières de récupérer vos matériaux, donc selon si vous êtes le propriétaire, le maître d'œuvre, etc. On peut faire de la récupération de matériaux avec notre camion en pied de chantier, c'est-à-dire que c'est l'entreprise de démolition, de déconstruction du chantier qui va nous les mettre de côté en pied de chantier et nous on passe les chercher. On peut, en amont d'un chantier de démolition ou d'un chantier de rénovation, passer sur site et faire du démontage préservant de quelques éléments nous-mêmes. On a aussi la possibilité de proposer aux entreprises du BTP, donc tout type d'artisans, de récupérer les fameux stocks de tout ce qu'ils ont en trop à leur dépôt, qui ne leur servent à rien, qu'ils espèrent pouvoir utiliser un jour, mais qu'au bout d'un moment, ils mettent à la benne. Et donc ça, les erreurs de commande, on en a parlé, les surplus, etc., qu'ils gardent parce qu'ils ont cette culture aussi souvent. Donc on peut récupérer ces choses non utilisées qui n'ont même pas été mises en œuvre. Et on peut aussi, on l'a proposé récemment, faire des accompagnements sur des chantiers en neuf, parce que même en neuf, il y a des choses qui sont jetées et qui pourraient être réemployées sur un chantier. Typiquement des erreurs de commande, ça c'est clair. Et puis même certains emballages qui peuvent très bien être réemployés pour d'autres usages. Ouais, les mock-ups, ouais, les témoins, etc.
Donc ça, par exemple, c'est la ville de Juvignac qui nous a demandé de passer sur un chantier de rénovation de la crèche municipale, où on a pu nous-mêmes déconstruire et démonter pas mal de choses, notamment du faux plafond, certaines portes. C'était pas une rénovation complète, donc c'était très ciblé. Et là, sur cette opération, les entreprises ont tellement joué le jeu qu'ensuite ils nous ont rappelé parce qu'ils n'avaient plus envie de jeter tous les luminaires qu'ils ont remplacés. Et donc l'électricien, par exemple, nous a rempli une pièce entière de luminaires, de dalles de faux plafond en plus, etc., on est passé chercher par la suite. On a aussi récupéré des panneaux solaires thermiques sur cette rénovation qui ont jamais été en fonction. Et à notre grande surprise, c'est un des premiers trucs qui a été revendu. Donc ça, c'était pour la collecte. Pour la fourniture, vous avez compris, c'est la suite. C'est tout ce qu'on a collecté, récupéré et stocké dans notre plateforme. On peut le fournir pour la mise en œuvre dans des chantiers en neuf ou en rénovation. Donc là, on passe du coup dans la réutilisation selon la terminologie et les définitions qu'on a vues avec Julie au départ. Donc là, par exemple, un Velux qui passe par une case remise en état, nettoyage, sur laquelle on est en train de beaucoup travailler pour essayer d'avoir un protocole très, très, très cadré là-dessus et caractériser au maximum les éléments qu'on récupère. On fait aussi de la sensibilisation. C'était le but de notre association de garder de la sensibilisation. On était à Energaia et vous allez nous trouver la semaine prochaine sur le FIS grâce à notre stand. On va pouvoir sensibiliser de 8h du matin jusqu'à 4h du matin, je pense. Tous les visiteurs, on sera entre les maîtres nageurs et les pompiers, je crois. Voilà, vous allez nous trouver là parce que en fait le FIS nous a demandé d'auditer un peu son festival parce qu'il y a une énorme quantité de matériaux. C'est pas de la construction, c'est pas du bâtiment, c'est du festival, mais il y a une énorme quantité de matériaux qui sont un peu tous les mêmes. Et donc on va les auditer un peu cette année pour les aider l'année prochaine à être de plus en plus vertueux et économiser du carbone. Voilà, donc je vous parle de notre gros plus, c'est notre plateforme. On a démarré en 2019 et on a eu les clés en 2022. Donc on y a beaucoup pensé entre-temps. Et en fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait rêvé. Donc comme quoi, il suffit d'y croire très fort. Et on a exactement la même chose en vrai. Donc on a une plateforme opérationnelle depuis janvier, février. Et donc il commence à bien se remplir. On est chemin des Mazes au Cress. Donc c'est derrière le McDonald's, entre la voie ferrée, voilà. Et donc c'est grâce à la métropole, j'avais mis le logo mais il a disparu, qui nous fait un super bail de 6 ans sur un ancien Lidl. Donc on a 600 mètres carrés, mais j'ai préféré le dire en mètres cubes tout à l'heure. Voilà, 2000 mètres cubes de stock possible. Et donc ça se remplit et ça nous pousse à nous spécialiser un petit peu sur tout ce qui tourne autour de cette plateforme, et notamment sur la caractérisation des matériaux et la traçabilité. Donc c'est là-dessus qu'on va essayer d'être innovant, d'être pointilleux, de se démarquer et de pousser la démarche de réemploi à devenir de plus en plus professionnelle, parce que c'est souvent ça qui freine un petit peu. Et nous, en tant que plateforme, on peut aider les autres acteurs et puis les architectes, les maîtres d'ouvrage à croire dans le réemploi et à comprendre que c'est possible et que c'est faisable. Grâce à beaucoup de papiers, beaucoup de mesures et beaucoup de caractérisation des matériaux, de tout ce qu'on va recevoir et tout ce qu'on va revendre. Et donc on s'est doté d'un outil numérique, base de données en ligne avec Odoo. Alors déjà, quand on récupère des matériaux, on fait des certificats de cession, transfert de propriété pour justement que ça passe pas par la case déchets. On l'a vu au départ. Et déjà sur ces certificats de cession de matériaux, vous économisez déjà un peu de carbone. Vous participez au bien-être de la planète et vous améliorez votre karma en économisant la fin de vie du matériau déjà. Donc rien qu'en donnant des matériaux sur votre chantier, à la place des envoyer à la benne, vous économisez du carbone qu'on peut vous quantifier et qu'on vous livre avec ces certificats de cession de propriété qui vous garantit que ça ne devient pas un déchet. Ensuite, sur l'arrivée des matériaux sur la plateforme, on est en train de construire le protocole de caractérisation automatisé, numérique, etc., avec une dimensionneuse, nettoyage, ça c'est plutôt à la main, la masse du truc, etc. On essaie de récupérer
sur les chantiers le plus de documents possible, évidemment, les DOE quand ils existent, c'est rare même pour des choses récentes. Et puis on fait des petits tests, etc. Et puis on travaille avec Alpe Control qui ont lancé pour les plateformes comme nous une initiative qui s'appelle Passe Réemploi. Et donc sur certains matériaux où on en a beaucoup, souvent un gros stock, ou certains matériaux ont une grosse valeur, le bureau de contrôle peut passer en amont chez nous à la plateforme et déjà poser une première caractérisation du matériau avec son assurance et son tampon pour expliquer ce que peut faire le matériau de réemploi selon lui et préconiser éventuellement des tests supplémentaires à faire si on veut augmenter les performances de ce matériau pour le futur domaine d'application. Mais effectivement, tout dépend du domaine d'application que l'acheteur et l'équipe de maîtrise d'œuvre qui va mettre en œuvre a prévu pour ce matériau. Mais donc ça, c'est une première étape qui va donner les grandes lignes de ce qui est possible de faire avec le matériau. Et ensuite, sur chantier, une deuxième étape avec les bureaux de contrôle et la maîtrise d'œuvre qui va permettre de vérifier si ce matériau peut aller dans tel usage ou ne peut pas. Et puis on tient beaucoup à la traçabilité de tout ce qu'on reçoit et de tout ce qui passe par nous en réalité. Et donc grâce à notre nouvelle base de données, on va pouvoir retracer la vie de ces matériaux, expliquer d'où ils viennent et où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils sont remis en œuvre, ce qui fait qu'on va pouvoir, les personnes à qui on avait donné un certificat de cession, on va pouvoir leur renvoyer un an après ou quelques mois après l'update avec où est-ce que sont partis ces matériaux, comment ils ont été remis en œuvre, etc. Et on pourra voir ça sur notre site très bientôt. Je termine parce que je pense que ça y est, en vous expliquant en fait que les trois structures que nous sommes là, mais aussi partout en France, il y a quelques années, il y en avait très peu. On était les petits nouveaux, là, on n'est déjà plus du tout les petits nouveaux. Et on travaille tous en réseau, en commun, pour mettre en commun les savoir-faire et les innovations, puisque c'est un domaine où tous les jours on fait avancer petit à petit l'état de l'art et de ce qui peut se faire. Chaque projet fait un peu avancer les choses grâce à la conjecture de, en gros, assureur, bureau de contrôle, architecte, ingénieur. Et donc on s'échange les retours d'expérience entre nous sur toute la France et puis avec nos grands-pères de Rotor. Voilà, et puis ça c'est tous ceux qui nous soutiennent en bas. On est une association, vous pouvez donc adhérer, ça se passe sur Hello Asso. Alors les professionnels c'est cher, mais pour vous ça peut être 5 € je pense. Voilà. Merci. Donc Jawan Pitois, architecte et avec Laurie qui va se présenter sur Cycle et Sources. Bonsoir à toutes et tous. Donc Laurie Métet, je suis architecte de formation et du coup je fais partie de l'équipe Cycle et Sources depuis quelques mois maintenant, quelques années en fonction. Donc nous on est effectivement 3 architectes. Il manque Grégoire Pacou qui n'est pas là ce soir, qui travaillons chacun dans notre coin il y a encore 2 ans. On s'est monté ensemble suite à une réflexion qu'on a eue pendant le confinement. D'abord en association et puis après on a créé une société pour pouvoir être plus intrusif dans les marchés. On est sur la terre crue et sur le réemploi, qui sont des sujets assez similaires. Notre but, c'est de construire mieux avec moins et de construire avec ce qui est déjà présent sur le site. Donc, ce soir, on a fait le choix de vous parler de 2 projets. Et ce qui n'est pas forcément commun, c'est qu'on va commencer par un bel échec. Parce que souvent, des échecs, on apprend plein de choses. Et je trouve que dans ce projet, on a essayé des choses, on est allé un peu loin. Alors on déroge un peu parce que ce n'est pas tout à fait du réemploi, si j'ai bien compris, c'est plutôt de la réutilisation. Mais il y a une volonté de faire avec. Et on va vous expliquer pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi ça aurait pu marcher. Donc le contexte, donc c'est un projet que j'ai dans mon agence d'architecture, Studio Jaouel, pour la CERM SA3N, donc l'aménageur de la ville de Montpellier, de la métropole, pour l'aménagement intérieur de la halle de l'innovation que vous voyez à côté de la Nouvelle Gare. C'est un projet donc, qui est dessiné et dirigé par Studio Mioto, des Parisiens qui ont fait quelque chose qui est pas mal en plan, mais qui n'est pas forcément très chaleureux pour accueillir les futures startups de la métropole. Et notre commande a été de créer un projet qui va un peu réchauffer l'ambiance. Clairement, donc, on a réussi à gagner en proposant des choses sur du bois. Et on a voulu développer
réutilisation de tubes de carton issus des imprimeries. On était inspiré de notamment cette boutique qu'on trouvait très belle, je crois qu'elle est à Los Angeles, donc qui est dans un autre référentiel. Après, il y a tous les travaux de Shigeru Ban que vous connaissez. Bref, on voulait trouver un matériau qui s'associe très bien avec le bois et sur lequel on pouvait innover pour limiter les déchets. En fait, ce qui est un peu intéressant dans cette démarche-là, c'est que moi, je suis arrivée en cours de route en fait, pour Studio Jawen. Donc on était déjà en train de réfléchir un petit peu à d'autres choses avec Cycle et Source. Et très rapidement, en fait, chez Studio Jawen, ils se sont rendus compte que, comme peut-être beaucoup d'archis ici présents, le réemploi, ça prend énormément de temps. Et c'est un boulot à part entière. Et donc très rapidement, en fait, Studio Jawen a délégué à Cycle et Source toute cette démarche de réutilisation et de réemploi d'un gisement pour aboutir à cette idée qu'ils avaient pensée. Ce qui est intéressant avec ces références, en fait, je trouve, c'est que pour avoir déjà participé à toute la faisabilité du projet dès le départ, on a cherché à savoir qu'est-ce qu'ils avaient utilisé comme carton, si c'était du réemploi, des choses comme ça. Et un bon exemple, j'ai été en relation avec l'équipe donc, de Shigeru Ban pour le musée à Metz. En fait, ils ont fait tout un hall d'accueil en carton. Et à la base, ils voulaient utiliser du réemploi. Très rapidement, face aux normes, en fait, ils se sont rendus compte que c'était quasiment impossible. Du coup, ils ont fait faire des cartons directement dans les bonnes dimensions et avec le bon traitement au feu pour pouvoir réaliser leur projet. Donc nous, on a essayé de faire différemment et de réaliser réellement du réemploi. Donc c'est parti de l'idée. On est allé chercher en fait rapidement le gisement. On a trouvé plusieurs partenaires donc dans les alentours de Montpellier. C'est donc des tubes de carton d'imprimeurs sur les imprimeurs de grandes affiches qu'on peut voir d'événementiel, de publicité. On est sur des épaisseurs relativement importantes. Ça va de 7 mm à 1 cm 3. Ce qu'on peut voir sur les photos ici, c'est que c'est un gisement qui vient de différents partenaires, mais qui en plus est un gisement différent. Et, en termes d'homogénéité, en fait, on est sur quelque chose de non homogène. On voit sur la photo, là, juste à gauche, que les tubes sont de couleurs différentes, on a des matières un peu différentes, et ça, on va voir par la suite que ça a posé un peu, même beaucoup de difficultés dans le projet. Donc là, vous les voyez bien stockés dans un conteneur, mais ça, c'est notre travail. Au départ, ils étaient tous à la benne. Oui. Donc on est allé les chercher. Donc là, en fait, le projet a été pensé en fait de différentes manières. Le but était donc de réutiliser ces tubes sous différentes formes. La première idée était de créer en fait du gros mobilier à l'intérieur de la halle. Vous pouvez revoir là l'aménagement de la halle pour réchauffer un petit peu ce hall, commencer à créer un peu des petites zones avec des points de rencontre. Ça, c'est la cuisine du hall d'entrée aussi. Donc le but était de réchauffer, de créer une ambiance un peu différente. Et ici on a des modules de cloison mobiles qui pouvaient en fait à l'intérieur des salles de réunion se fermer pour créer un peu plus d'intimité et avoir une partie dans les gros open space qui soit un peu plus confidentielle en besoin. Je ne vais pas revenir sur le réemploi, seulement la seule chose que je voulais vous dire, c'est que là on est bien donc sur de la réutilisation, c'est-à-dire que comme vient de dire Jawen, la ressource à la base elle est partie en déchets. Donc nous on l'a récupérée chez nos partenaires qui étaient très contents de pouvoir pour la plupart voir cette ressource utilisée. Ce qui est un peu marrant, c'est qu'il y a un des partenaires qui n'a pas été complètement d'accord au début, puisque eux, cette ressource-là, ils étaient partis sur le fait de la recycler. Et donc, on leur a acheté en fait leur carton à la tonne. Donc au début, quand on leur a dit « Salut, on veut vos tubes de carton », ils nous ont dit bah ok, mais nous, on se fait de l'argent là-dessus, comment ça se passe ?» Bon, après, la notion de bilan carbone positif et de boucle vertueuse les a appâtés, mais voilà, au début, c'était assez intéressant de voir qu'il y a des gens qui avaient quand même pensé un peu tous leurs déchets. Il y a eu plusieurs étapes clés qui ont donc abouti à une réussite, mais aussi un échec. Donc on vous les a remis vite fait ici. Il y a d'abord l'implication des acteurs, en fait, qui est vraiment très important. En fait, on s'en rend tous compte dès qu'on arrive dans le réemploi. Si les gens ne sont pas motivés à faire autrement et à innover, ça ne fonctionne pas. Donc il y a la gestion de la ressource aussi. On l'a vu, on a dû très rapidement gérer
le fait qu'il n'y a pas la possibilité de stocker chez les imprimeurs. Donc en fait, les tubes continuent à partir à la benne alors que nous, le projet avait déjà commencé et qu'on avait réalisé qu'il nous fallait comme ressource entre 600 et 1000 tubes de carton. Donc ça faisait sur un temps très court en fait, de réflexion et de faisabilité. Donc il fallait gérer ça très rapidement et ça, c'est pas une mince affaire parce que tout le monde n'a pas la capacité de stockage. Il y a la validation des normes qui pose énormément de problèmes et surtout un gros point, le planning, puisque ça va faire partie des points d'échec en fait, dans ce projet. Le planning d'une recherche, d'une faisabilité de réemploi, il n'est pas du tout le même qu'un planning de la construction. Il y en a un qui va beaucoup plus vite que l'autre, donc voilà, et toute la question de la certification. Un petit mot sur les acteurs, parce que c'est assez essentiel. Donc là, je prends ma casquette d'architecte, Studio Jawen. Quand on présente notre esquisse, on avait envie de faire du réemploi. On savait qu'on voulait des formes rondes. On a proposé 2 concepts. C'était de réutiliser des frites de piscine de la municipalité ou les tubes de carton. Clairement, ils ont préféré le carton. C'était plus noble. Et puis ça rassurait davantage les pompiers. Acteurs qu'on n'a pas rajouté d'ailleurs, c'est les pompiers, donc qui sont très très importants. Difficulté dans cette logique, c'est que quand on travaille avec Cycle et Sources et en tant qu'architecte là-dessus, on va partir de notre règle qui n'existe pas vraiment. Donc qu'est-ce que nous demande le bureau de contrôle pour arriver à ça, arriver à avoir un accord des pompiers, arriver à avoir la certification qui lui convient. Et après, on cherche une entreprise qui va pouvoir avoir un produit qui répond à la demande du bureau de contrôle. Et après, on fait certifier par un laboratoire qui lui-même est dépendant du ministère de l'Intérieur. Donc, par rapport à un projet classique, on a une multiplication des acteurs. La première discussion qu'on a, elle est avec notre maître d'ouvrage. Clairement, s'il n'a pas envie de se mouiller un petit peu, on arrête dès le début. Encore merci à la CERN d'avoir essayé, d'avoir joué le jeu, de nous avoir même remotivé à des moments où on s'est pris une première claque et nous avoir suivis jusqu'au bout, presque. Et aussi un menuisier qui nous a permis de créer les prototypes échelle 1.1 pour aller aux essais. Quelque chose d'intéressant en fait là-dedans, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une démultiplication des acteurs à partir du moment où on fait du réemploi. Parce que du coup, on avait donc les laboratoires certificateurs au feu, on avait l'entreprise de produits d'inifugation qui était aussi différente, qui aurait pu être la même, on va voir pourquoi ça n'a pas été la même. Il y avait donc nous, en tant que Cycle et Sources, qui faisait ensuite des comptes rendus à Studio Jawen, qui n'avait pas donc, le temps de gérer tout ça. Et puis, il y avait donc ce menuisier, parce qu'en fait, dès le début, le problème, c'est que on est parti donc, sur une notion de réutilisation. Donc, on a vu la notion de réutilisation, c'est donc bien de prendre un élément et de lui changer son usage. Nous, on s'est mis un petit challenge en plus, c'est que la plupart du temps, dans le réemploi, vous le verrez, on prend un élément de construction et souvent, on va le déclasser dans son usage. En fait, on va en faire quelque chose de moins important structurellement parlant, ou voilà, on va se faciliter la chose. Ça rassure tout le monde, quoi. Voilà, en se disant, ici, il a tenu en tant que structure porteuse, si on le met en parement, on devrait être tranquille. Et nous, on s'est dit, on va prendre quelque chose qui n'était pas du tout de la construction, puis on va en faire un élément de construction. On va se faire un petit défi pour un premier projet de réemploi comme ça, enfin un deuxième. Mais... Et du coup, donc c'est pour ça qu'en effet, la maîtrise d'ouvrage nous a suivis là-dedans et c'était intéressant. Mais du coup, ça a complexifié encore plus le projet. Et donc, il a fallu, dès en amont, dans la faisabilité, en fait, tester, savoir si on était capable de faire quelque chose avec ces tubes de carton. Et il s'avère qu'ils ont à peu près le même comportement en fait, qu'un composite bois. Donc très rapidement, on a pu les usiner avec des machines de bois. Mais du coup, ça change par rapport à un projet normal. On n'a pas attendu la fin pour savoir la faisabilité de cette construction. Du coup, là, je vous ai juste remis un petit schéma. On va passer très rapidement sur les normes. Il y avait juste plusieurs choses que je voulais vous mettre en détail. En fait, contrairement à une technique traditionnelle, en fait, là, on s'est retrouvé avec, dès le début, le bureau de contrôle qui nous a dit OK, on veut une certification M1 sur ce produit. Donc, une certification M1, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça a quand même un sacré bon niveau en termes de gestion au feu. Du coup, à partir de là, on est allé chercher des entreprises d'inifugation pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait appliquer comme vernis sur ce produit pour atteindre ces certifications.
Et en fait, on le voit là sur cette courbe-là, il y a eu plusieurs moments dans le projet où on a pu changer et gérer la faisabilité de ce projet. La première, ça a été de remettre le bureau de contrôle autour de la table en disant certification M1 pour ce qu'on veut faire, ça va détruire le carton, et du coup on passe d'un élément résistant à quelque chose qui va être plus du tout en adéquation avec le projet. Et en fait, au bout d'un moment, il nous a dit tout simplement, on est passé d'un besoin de certification M1 à un besoin de certification M3, tout simplement parce que quand il s'est mis à regarder le projet, le bureau de contrôle, il nous a dit, OK, on est à moins de 5% d'utilisation de carton dans l'entièreté de cet énorme bâtiment. Donc en fait, on est passé d'une certification M1 à une certification M3. La grosse difficulté dans cette ressource, pour revenir au début, c'est qu'on avait donc une ressource non homogène. Donc à partir de là, en fait, il a fallu qu'on puisse justifier que tous nos cartons réagiraient exactement de la même manière au feu si jamais il y avait quelque chose. Donc ce qui était tout bonnement impossible puisque la matière première n'était pas la même. Donc à partir de là, on est passé sur une certification européenne et non plus une certification française, donc M1. Et qui dit certification européenne, on ne teste plus le matériau au feu en disant il va se comporter comme ça et ça va aller. On teste une mise en œuvre dans le bâtiment. Donc nos principes de on va faire des petits pods en mouche à rabier avec des tubes horizontaux, des tubes verticaux, des demi-tubes pour les bulles, tout ça, ça n'a plus été possible puisqu'en fait on s'est retrouvé à devoir tester au feu chaque utilisation. Donc là, vous pouvez voir un test au feu des mouches à rabier, un test au feu des demi-tubes. On devait tester au feu aussi si l'épaisseur du mouche à rabier était plus petite. Donc il fallait faire 3 tests au feu si on avait des épaisseurs de 1 cm, de 5 mm. Bref, on nous a demandé de multiplier ces tests au feu. Un test au feu, on est sur environ 800 €, juste le test au feu en tant que tel, sans compter le montage de l'élément, qui sont sur ces dimensions-là à chaque fois. Là, je ne vous dis pas les réunions avec la maîtrise d'ouvrage quand on leur a apporté les coûts de ces certifications-là. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, durant ces premiers tests au feu, on a vu que la matière réagissait pas du tout pareil. À partir de là, le laboratoire de certification, qui au début nous conseillait en disant on peut peut-être tester ça, on va tester plusieurs épaisseurs et tout, se sont dit on ne connaît pas trop comment se passe la matière, nous on connaît le bois, on ne connaît pas du tout le carton. Ils ont commencé à être beaucoup plus frileux avec nous et en fait à nous dire dans ces cas-là, si vous voulez retester une épaisseur de 2 mm de différence, il va falloir refaire toute la certification au feu et donc repayer depuis le début tous les tests. Donc à partir de là, c'est là où le projet s'est complexifié. On est donc arrivé à un système de montage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Thomas, au niveau de l'architecte. C'est là où du coup Studio Jawen a réagi en disant ok, on arrête là, on ne va pas tester plusieurs possibilités, on va terminer sur une manière de mettre en œuvre. Donc le pod mouche à rabier s'est transformé en tubes verticaux qui auraient été donc les mêmes que les bulles mobiles et qui étaient les mêmes que les parements. Donc en fait, on se retrouvait avec un système de montage de demi-tubes verticaux sur un plaquage bois ou sur un plaquage placo. Et donc ça, c'est ce qui a fini par être le dernier test en fait au feu avec une épaisseur bien définie. Et donc en fait, on se rend compte de la complexité de cette étude au feu, qui est vraiment quelque chose de très spécifique et dont on n'a pas du tout l'habitude en fait en tant qu'acteur de la construction. Et juste pour le petit clin d'œil, en fait, ça c'est en haut là, vous avez ce qu'on s'était imaginé être le planning un peu stylisé de ces tests au feu et de ce qu'a été la complexité en fait des tests au feu. Donc on se rend compte qu'il y en a eu plusieurs, avec à chaque fois différentes validations de la maîtrise d'ouvrage, puisqu'il a fallu recommencer les tests, à nouveau refaire faire des devis. Et voilà, donc on a eu une bonne nouvelle de validation au feu lors des premiers essais, c'est-à-dire sur les tubes de 1 mm, enfin de 1 cm 3, pardon, qui s'est avérée être notre ressource la en moins grande quantité. Donc en fait, on a eu cette certification, on était même en certification B, au lieu d'être en certification D comme on l'espérait. C'était meilleur. On était meilleur que ce qu'on a espéré. Par contre, toutes les dimensions en dessous des 13 mm en fait, n'ont pas tenu au feu. Il aurait fallu recommencer la manière de fixer les tubes, puisque lors des essais au feu, en fait, les tubes tombaient. Sauf que si on changeait la manière de fixer les tubes, on recommençait les essais depuis le début. Et donc, les 6 mois de planning étaient à nouveau à remettre en parallèle. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle, en fait, il y a les phases archi
qui se déroule et qu'il nous restait 3 semaines pour caler les 6 mois de recherche. Donc voilà, on en est arrivé en fait à un plan B, et le plan B en parallèle, c'est que du coup Studio Jawen, en fait, nous on proposait des solutions, la solution A pour les tubes de carton, et puis en parallèle eux travaillaient sur le bois. Donc on en est arrivé jusqu'au DCE avec des détails, et tout ça, ça a été fourni aux entreprises. Si jamais les essais fonctionnaient, les derniers essais qu'on a pu essayer de retenter en changeant quelques éléments dans la mise en œuvre, on partait sur cette solution-là, et puis sinon il y avait donc la solution B qui sera la solution développée dans le projet. Et malheureusement, les tubes... Bon, on a un beau châtaignier en bois local. Mais, donc ce qu'il faut retenir de cette expérience, c'est la multiplication des acteurs aussi. C'est-à-dire que rien que le fait que le menuisier n'ait pas mis la colle qu'on lui avait demandé entre le carton et le bois, c'est peut-être pour ça que le carton s'est décollé. Si on avait su dès le début que si le carton s'il se décollait, c'était déjà foutu, on aurait peut-être mis plus de fixation mécanique. Mais voilà, il y a tout le processus où, en fait, on était plus dans la recherche et développement que dans un projet architectural qui se déroulait dans un temps classique, quoi. Malgré tout, la CERM nous suit et espère que ça n'a pas servi à rien et qu'on le réutilise dans d'autres projets, donc sont même prêts à payer encore le complément. On a 400 tubes de carton pour les architectes présents dans la salle. On a des débuts de tests au feu, si ça intéresse quelqu'un. Bon, on parle d'un autre petit projet très rapide. C'est pas un échec, je vous rassure, mais il est plus modeste, avec un appartement qu'on a rénové il y a 1 an ou 2, dans un 2e ou 3e étage sans ascenseur derrière la gare, en comble, et où la demande était de refaire une sorte de loft, et on avait un vrai problème de lumière. Donc vous voyez qu'ici il y a une mezzanine avec une structure historique et une mezzanine qui s'est rajoutée dessus et qui coupe toute la lumière qui arrive depuis le Velux. Il y a une petite fenêtre sur rue que vous voyez ici, mais elle est très petite par rapport à cet immense volume. Donc je passe assez rapidement sur le projet architectural. Ce que j'ai voulu faire, c'est de concevoir le projet autour de la lumière, donc de dessiner le cercle d'entrée de lumière et d'avoir un projet qui s'enroule autour de la lumière. Donc, première chose à dire à l'acquéreur du logement, c'était qu'on allait démolir la mezzanine. Donc le réemploi a été une évidence sur ce projet, en tout cas une manière de minimiser les déchets, évidemment, mais aussi de minimiser les flux dans l'immeuble. Donc je passe rapidement sur le plan d'en dessous, et la lumière qui passe à travers, ça c'était la perce qu'on avait fait. Pourquoi on a voulu présenter ce projet, c'est qu'au départ, le réemploi, pour moi, c'est vraiment un jeu d'acteurs, et le charpentier, il voulait surtout pas entendre parler de réemploi. Puisque la première chose qu'il m'a dit, c'est « Moi, mon devis, je voulais faire avec du bois neuf, ce sera pas moins cher, et j'ai pas envie, je suis pas assuré, j'ai pas envie. » Bon, on lui a dit « Si t'as pas envie, tu t'en vas. » Et puis finalement, il est revenu, il a dit « Ok, je vais le faire. » Donc là, oui, le charpentier qui est super content, il avait bien travaillé avec les échafaudages, et petit à petit, ils ont déposé ce qui était la structure historique, enfin non pas historique, mais présente, et l'ont stocké sur place. Voilà le trou que ça a fait à cet endroit-là. Bon, on s'est aperçu qu'au passage ça tenait le placo, on s'est débrouillé. La lumière qui arrive d'en haut, même si la photo est très mauvaise là. Et alors désolé pour le bilan carbone, il y a quand même une structure métallique assez costaud qui a permis justement de jouer avec cette légèreté du projet. Et l'élément de réemploi est venu en remplissage de la structure métallique. Donc, ici, le travail du charpentier, il a repris toutes les poutres sur place, en délignant toutes les poutres, en refaisant évidemment la bonne mise à longueur, mais surtout de toutes les réaplanir pour pouvoir garantir. C'était ça qui l'inquiétait, c'était qu'à la fin, le poseur de parquet lui dise « Mais mon parquet n'est pas droit, c'est la faute de votre poutre en dessous, et c'est la faute de l'architecte, et c'est la faute de... » On continue toujours comme ça. Bon, aujourd'hui, j'ai jamais été rappelé, ça fait 2 ans. Donc, a priori, tout se passe bien. Donc là, vous voyez le remplissage, la première plaque qui arrive. On a quand même un jeu d'escalier assez costaud en acier, la vision du dessous. Et bon, on n'a pas calculé le bilan carbone gagné, encore moins celui perdu en mettant beaucoup d'acier. Mais c'était plutôt pour parler une fois de plus des acteurs et cette volonté de dire non au début. Et à la fin, et ça arrive quasiment toujours, on est hyper content quand les artisans disent « Non mais c'était une évidence, vous avez bien fait de me pousser un petit peu à le faire. » À la fin, ça donne ça, donc on ne voit plus le bois. C'était un souhait d'avoir un loft
très lumineux, très blanc, très pur, et que ce soit que le garde-corps qui soit mis en avant. Et le plancher ajouré que vous voyez à droite, c'est du châtaignier aussi local. Voilà. Merci beaucoup.